Plongez votre regard dans l'abîme noir et infini de l'éternité cosmique. Si l'on compressait les 14 milliards d'années d'histoire de notre univers en une seule journée de 24 heures, la naissance de notre planète n'arriverait qu'en fin d'après-midi, le temps d'un battement de cils. Il y a environ 4,5 milliards d'années, il n'y avait ici rien d'autre qu'un gigantesque tourbillon chaotique de gaz incandescents et de poussière d'étoiles. Bref, le pire quartier de la galaxie. Dans ce creuset cosmique inimaginable, la gravité, qui ne prend jamais de RTT, a forcé des particules microscopiques à s'agglutiner jusqu'à former des roches massives. Le jeune Soleil, véritable four nucléaire au centre de ce bazar, crachait ses radiations sans pitié pendant que les éléments lourds étaient inexorablement attirés vers le centre. C'est ainsi qu'est née notre Terre. Oubliez l'oasis bleue que l'on connaît, c'était un océan de magma en ébullition, totalement hostile, bombardé chaque seconde par des astéroïdes de la taille du Mont Blanc. Un enfer absolu. Mais ce décor apocalyptique n'était qu'une mise en bouche. Le pire coup de Trafalgar pour la jeune Terre restait à venir. Émergeant des profondeurs sombres du système solaire primitif, une autre protoplanète nommée Theia, un mastodonte de la taille de Mars, fonçait sur nous, sans frein. À des dizaines de milliers de kilomètres/heure, Theia nous a percutés de plein fouet. L'impact a littéralement déchiqueté la croûte de notre monde, propulsé des milliards de tonnes de roches en fusion en orbite et laissé la planète sous la forme d'une boule de feu tournoyante. De ces immenses anneaux de débris qui dansaient autour de la Terre, la gravité a fini par assembler notre fidèle et silencieuse veilleuse de nuit, la Lune. Pourtant, ce crash monumental n'était pas la fin. C'était le point de départ explosif d'une réaction en chaîne qui allait redessiner le visage de ce caillou pour toujours. Quelque chose de fascinant se préparait sous cette croûte carbonisée. Des millions d'années ont filé, et la colère incandescente de la planète a commencé à redescendre. Il y a environ 4 milliards d'années, une croûte solide s'était formée, mais le ciel aurait fait faire des cauchemars à n'importe quel réalisateur de science-fiction. Rouge rouille, toxique et saturé de gaz volcanique. Pendant ce temps, la Lune, qui était alors effrayamment proche, dominait l'horizon comme une ombre gigantesque. C'était l'époque du grand bombardement tardif. Une pluie interminable de comètes et de météorites s'abattait sur la croûte sombre. Sauf que ces missiles célestes transportaient une cargaison clandestine qui allait tout changer. De l'eau cristallisée. Goutte par goutte, caillou après caillou, pendant des millénaires, la gravité terrestre a confisqué ce trésor cosmique. Petit à petit, l'enfer sec est devenu un monde aquatique sans fin, avec des océans presque bouillants, balayés par des tsunamis de la taille de gratte-ciel provoqués par l'attraction de notre grosse Lune. Tout au fond de l'abîme d'encre de cet océan primordial, loin de la moindre lueur du soleil, la croûte terrestre n'arrêtait pas de se fracturer. Des sources hydrothermales brûlantes, appelées fumeurs noirs, crachaient des fluides chargés de minéraux dans l'obscurité absolue. Et c'est là, dans le lieu le plus glauque, extrême et toxique possible, au milieu du poison et de la chaleur volcanique, que s'est produit le miracle le plus dingue de l'univers. D'une loterie chimique improbable d'acides aminés et de protéines, a jailli la première étincelle de la biologie. Les toutes premières bactéries unicellulaires ont vu le jour, ou plutôt la lueur terne du magma. Elles n'avaient pas de noyau, elles étaient aveugles et flottaient à la dérive dans cette soupe primordiale. Mais bon sang, elles étaient vivantes, minuscules, fragiles et à la merci des marées. Personne n'aurait pu deviner que ces petits amas de cellules allaient bientôt développer une arme biologique capable de pousser la planète entière au bord du suicide. Faisons un bond de quelques éons.
Il y a environ 3,5 milliards d'années, un nouveau pionnier de l'évolution débarque dans l'océan, les cyanobactéries. Ces gars-là se sont regroupés pour former d'énormes récifs visqueux, les stromatolithes, dans les eaux côtières peu profondes et baignées de soleil. Ces blocs d'apparence banale ont inventé un tour de magie absolu, la photosynthèse. En gros, ils mangeaient la lumière du soleil et l'eau et rejetaient un déchet qui, jusqu'alors, était extrêmement rare sur Terre, l'oxygène. Pendant des centaines de millions d'années, ces récifs ont craché sans relâche ce gaz invisible et hautement réactif dans l'atmosphère. Mais ce qui a commencé comme une prouesse de la vie s'est transformé en la première véritable catastrophe climatique de l'histoire. Eh oui, la première boulette, c'est signée la nature elle-même. À l'époque, l'atmosphère était bourrée de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui gardait la Terre bien au chaud. Le nouvel oxygène a violemment réagi avec le méthane, détruisant son effet isolant et arrachant à la planète sa petite laine. Comme le Soleil était de toute façon beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, les températures ont chuté en chute libre. La Terre a gelé pour devenir une gigantesque boule de glace blanche. Ce scénario de Terre boule de neige, plus froid qu'un repas de famille qui tourne mal, a recouvert même l'équateur d'une cuirasse de glace impénétrable. Presque toute la jeune vie a été impitoyablement rayée de la carte ou bannie dans de minuscules refuges chauffés par des volcans coincés sous la glace. La Terre était devenue un congélateur silencieux et stérile. Mais si en surface régnait un silence de mort, le cœur bouillonnant de la planète continuait de s'agiter en profondeur. De gigantesques courants de convection magmatique ont bousculé les plaques tectoniques jusqu'à former un supercontinent appelé Rodinia. Et bientôt, la chaleur volcanique des entrailles de la Terre allait être assez forte pour faire exploser cette prison de glace. Quand les gigantesques volcans ont fini par percer la banquise kilométrique, ils ont renvoyé des quantités phénoménales de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La Terre a décongelé d'un coup, et les glaciers, en se retirant, ont déversé des tonnes de nutriments directement dans les océans. Ce qui s'est passé ensuite, il y a environ 540 millions d'années, les scientifiques l'appellent le chapitre le plus époustouflant de l'évolution. L'explosion cambrienne. En gros, l'évolution a bu 3 cafés serrés et a pété les plombs. Sortis de nulle part, les océans autrefois monotones se sont transformés en métropoles grouillantes et colorées. Fini les petites boules molles et sans intérêt. La nature a sorti de nouveaux plans de construction. Des créatures avec des exosquelettes, des dents acérées, des articulations et, surtout, le tout premier sens de la vue. Inventer l'œil, ça a changé les règles du jeu pour toujours. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre pleine de gens armés. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, les animaux pouvaient se voir. C'était la naissance du prédateur et de la proie. Les trilobites à carapace détalaient sur les fonds marins, tandis que des prédateurs terrifiants, aux allures de machines de guerre, comme l'anomalocaris, chassaient avec leurs appendices tranchants comme des rasoirs. L'eau est devenue le théâtre d'une course aux armements biologiques impitoyables, forçant le développement de pics, d'armures et de réflexes de fuite. Mais ce chef-d'œuvre biologique marin n'était qu'un début. Car pendant que ça grouillait dans l'eau, la masse terrestre, nue et rocheuse, restait un désert mortel, totalement exposé aux UV assassins du soleil. Pourtant, sur les rives balayées par les marées, un groupe de pionniers courageux, ou complètement fous, allait bientôt tenter l'impossible. Faisons un saut à 300 millions d'années avant notre ère, au Carbonifère. Le visage de la Terre avait radicalement changé. Le ciel, autrefois mortel, était désormais protégé par une couche d'ozone providentielle. Et la vie n'avait pas seulement conquis la terre ferme, elle l'avait littéralement envahie.
C'était l'ère de la démesure, un paradis tropical étouffant qui s'étendait sur un immense supercontinent nouvellement réunifié, la Pangée. Là où se trouvent aujourd'hui des déserts, s'étendaient des forêts marécageuses impénétrables. Des fougères géantes de 30 mètres de haut formaient une canopée lourde et moite sous laquelle la vie explosait. Les restes morts de ces forêts infinies ont coulé dans les marais pour former ce fameux or noir que nous appelons aujourd'hui le charbon, et qui nous cause bien des soucis. Mais le plus hallucinant dans cette époque, c'était l'air. Le taux d'oxygène a atteint les 35%, presque le double d'aujourd'hui. Cette atmosphère suroxygénée a provoqué un phénomène biologique digne d'un film de série B, le gigantisme. Des créatures ressemblant à des scorpions, de la taille d'un gros chien, patrouillaient dans les sous-bois humides. Des 1000 pattes de la longueur d'une voiture, les arthropleuras, le cauchemar absolu de toute personne armée d'une pantoufle, glissaient en silence sur le sol putride. Et dans le ciel planaient les méganeuras, des libellules effrayantes avec l'envergure d'un aigle. C'était le règne incontesté des insectes géants. On aurait pu croire que la vie avait remporté la victoire ultime, une fête éternelle, sans limite. Mais le destin de la Terre a un rythme implacable et un humour assez noir. Et la plus grande catastrophe que cette planète ait jamais connue était déjà en train de frapper à la porte du paradis. Nous voici il y a environ 252 millions d'années, au moment du bouleversement le plus brutal de l'histoire de la Terre, l'extinction massive du Permien-Trias. Dans le milieu scientifique, on l'appelle respectueusement la Grande Mort. À côté, la météorite des dinosaures, c'est une anecdote. Tout a commencé au cœur de l'actuelle Sibérie. De colossales bulles de magma ont percé la surface, transformant une région de la taille de l'Europe de l'Ouest en un océan de lave en ébullition. Ces éruptions massives, les trappes de Sibérie, n'ont pas duré quelques années, mais des centaines de milliers d'années. Elles ont recraché des quantités astronomiques de gaz toxiques, de cendres et des milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Le climat a littéralement disjoncté. Les pluies acides ont rongé la flore, et la température mondiale a grimpé en flèche. Les océans ont chauffé, perdu leur oxygène, et se sont transformés en eau morte, acide et stagnante. Des bactéries toxiques ont proliféré et libéré du sulfure d'hydrogène, un gaz mortel qui est monté dans l'atmosphère pour étouffer le peu de vie qui restait sur Terre. Presque du jour au lendemain, des récifs coralliens somptueux, des forêts entières et des animaux majestueux ont disparu. Un chiffre effarant. 96% des espèces marines et plus de 70% des vertébrés terrestres ont été rayés de l'équation. L'évolution a bien failli fermer boutique. La Terre n'était plus qu'un désert de cendres toxiques. Le plateau de jeu était entièrement nettoyé. La vie ne tenait plus qu'à un fil, très très fin. Mais des ombres toxiques de cet apocalypse a fini par ramper un groupe de survivants, destinés à terroriser le monde pour les 150 millions d'années à venir. Des ruines de la catastrophe du Permien se sont levés les archosauriens. Il y a environ 230 millions d'années, le monde a recommencé à respirer doucement sous un climat tropical humide. Étonnamment, les premiers à s'emparer de ce plateau vide n'étaient pas les dinosaures, mais les ancêtres de nos crocodiles actuels. Attention, ce n'étaient pas de gros paresseux des marais, c'étaient des prédateurs ultra agiles, courant parfois sur deux pattes, qui déchiquetaient leur proie avec une mâchoire redoutable. Ils dominaient le paysage, reléguant les tout premiers dinosaures, encore petits à l'époque, au rôle de figurants terrorisés qui rasaient les murs dans l'ombre des forêts. Il a fallu une autre crise biologique mystérieuse, parce que la Terre adore les reboots, il y a près de 200 millions d'années, pour décimer ces grands crocodiles terrestres et condamner les survivants
à barboter dans les rivières pour toujours. L'heure de gloire des dinosaures avait enfin sonné. Débarrassés de la concurrence, ils se sont diversifiés dans une infinité de formes et de tailles. Des herbivores géants comme les sauropodes faisaient trembler la terre sous leurs tonnes de muscles, utilisant leurs coups immenses comme des grues pour brouter la cime des conifères. Les théropodes carnivores, des chasseurs agiles, très intelligents et pour certains déjà couverts de plumes primitives, patrouillaient dans les forêts de fougères. C'était l'âge d'or des géants, un règne absolu qui allait durer la bagatelle de 150 millions d'années. Mais pendant que les dinosaures paradaient en rois incontestés du monde, quelque chose de minuscule s'agitait sous leurs immenses pattes. De petites bestioles poilues qui n'osaient sortir de leurs trous qu'à la nuit tombait. Pendant cette ère épique des géants, le visage de la Terre subissait un lifting tectonique majeur. Il y a 150 millions d'années, l'immense supercontinent de la Pangée a commencé à se déchirer. Au ralenti, de gigantesques masses terrestres s'écartaient. De grandes failles se sont ouvertes, l'eau de la mer s'y est engouffrée, formant le tout jeune océan Atlantique. Des populations de dinosaures jadis unies ont été séparées. La Pangée a demandé le divorce, ce qui a poussé l'évolution à faire preuve d'encore plus d'imagination. L'Amérique du Sud a lâché l'Afrique, et l'Antarctique, alors recouvert de forêts verdoyantes sans un gramme de glace, a doucement vogué vers le pôle Sud. La Terre commençait à ressembler au planisphère de nos manuels d'école, même si ses locataires nous paraîtraient complètement extraterrestres. Profondément enfouis dans les broussailles, terrifiés par les bruits de pas sourds des prédateurs suprêmes, nos propres ancêtres perfectionnaient l'art de survivre. C'étaient les losers de l'évolution, de minuscules mammifères aux allures de rats qui pesaient rarement plus de quelques grammes, condamnés à vivre la nuit. Mais cette humiliation forcée leur a inspiré des adaptations brillantes. Ils ont développé un pelage chaud pour survivre aux nuits fraîches, des sens affûtés et, révolution absolue, ils ont commencé à faire grandir leurs petits dans le ventre maternel pour ensuite les nourrir avec du lait. Ces petits êtres de l'ombre n'avaient pas besoin de beaucoup d'énergie pour vivre. Stratégie de la planque. Ils n'attendaient que l'horreur. Et à la toute fin du Crétacé, il y a exactement 66 millions d'années, un point très lumineux et menaçant dans le ciel allait leur offrir l'opportunité du siècle. Le matin de l'apocalypse s'est levé sans prévenir. Un astéroïde massif, de plus de 10 km de diamètre et plus lourd que le mont Everest, a percuté l'atmosphère terrestre à la vitesse hallucinante de 70 000 km/h. En s'écrasant au large de l'actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique, il a libéré une force de destruction 2 millions de fois supérieure à la plus grosse bombe nucléaire jamais créée par l'homme. L'océan s'est évaporé sur le coup et la croûte terrestre s'est littéralement déchirée. Une onde de choc de feu pur a balayé les continents à vitesse supersonique, réduisant tout en cendres sur des milliers de kilomètres, tandis que des tsunamis de 100 mètres de haut rasaient les côtes. Un lundi matin particulièrement difficile, en somme. Mais l'horreur absolue a suivi l'éclair initial. Des milliards de tonnes de roches fondues et de gaz toxiques ont été projetés dans l'espace avant de retomber sur la planète en une pluie de feu incandescente, déclenchant des incendies à l'échelle mondiale. Un nuage opaque de cendres et de suie a occulté le soleil. La photosynthèse s'est arrêtée net et les températures ont plongé. Pour les dinosaures majestueux de plusieurs tonnes, qui nécessitaient des quantités astronomiques de nourriture quotidienne, c'était la fin des haricots. En très peu de temps, les maîtres du monde sont morts de faim et de froid dans un désert glacial et plongés dans le noir. Seule une branche de théropodes a eu de la chance. Les oiseaux d'aujourd'hui. Le théâtre de la Terre était à nouveau recouvert de ruines et de cendres. Les géants étaient tombés. Mais, sortant la tête des décombres fumants, les outsiders de l'évolution
pointaient déjà curieusement le bout de leur museau dans l'air glacé. Avec la disparition des dinosaures, il y a 50 millions d'années, la Terre est soudain devenue un marché de l'immobilier totalement libre. C'était le point de départ de la victoire la plus inattendue de l'histoire de la Terre, l'ère des mammifères. Les survivants ont quitté leur cachette nocturne et ont commencé à se diversifier dans un feu d'artifice évolutif sans précédent. Les continents ont continué de bouger, le climat est redevenu tropical, et les mammifères ont pris des formes complètement dingues. Certains se sont tournés vers la mer, se disant que marcher était surfait. Leurs pattes sont devenues des nageoires, et ils sont devenus les gigantesques baleines d'aujourd'hui. D'autres se sont adaptés aux grandes steppes, devenant les ancêtres des chevaux et des grands félins. Tandis que quelques irréductibles se sont réfugiés dans la canopée de forêts denses, nos ancêtres directs, les primates. Mais le grand balai des plaques tectoniques a de nouveau frappé. Il y a environ 34 millions d'années, le passage de Drake s'est ouvert, séparant définitivement l'Antarctique de l'Amérique du Sud. Un puissant courant marin glacial a entouré le continent sud comme une ceinture invisible, le coupant des eaux chaudes de l'équateur. Cet ancien paradis vert s'est transformé en un immense congélateur hostile. La température globale a lourdement chuté, plongeant la Terre dans un cycle d'air glaciaire titanesque. D'immenses glaciers ont avancé sur l'hémisphère nord, ont fondu, puis sont revenus. En Afrique, les forêts verdoyantes ont commencé à rétrécir pour laisser place à des savanes sèches et ouvertes. Cette perte progressive de la couverture forestière protectrice a forcé certains primates à quitter le confort de leurs branches pour s'aventurer sur le sol, à découvert et rempli de dangers. Il y a environ 6 millions d'années, l'Afrique a enclenché le chapitre décisif de notre propre histoire. Les forêts denses laissant place aux hautes herbes de la savane, certains singes ont dû s'adapter à la vie au sol. Pour pouvoir voir par-dessus les herbes hautes et éviter de finir au menu des prédateurs, ces créatures ont commencé à se redresser. Ce fut un processus lent et fastidieux, mais la marche sur deux pattes, la bipédie, était née. Des types comme les australopithèques arpentaient le paysage, avec un petit cerveau certes, mais avec les mains libres. Des mains désormais capables de tenir des bâtons et des pierres et de s'en servir avec une efficacité redoutable. Il y a près de 2 millions d'années, Homo erectus entre en scène, un individu dont la carrure ressemblait déjà étonnamment à la nôtre. Ce chasseur-cueilleur n'était plus cloué à un seul type d'environnement. Mais son plus grand coup de génie, la révolution qui a tout chamboulé, c'est la domestication du feu. Soudain, l'humain n'était plus la victime impuissante de la nuit. Avec le feu, il pouvait se réchauffer, effrayer les bêtes féroces et surtout, inventer le premier barbecue de l'histoire. Cuire la viande a donné un énorme coup de boost d'énergie, accélérant le développement de notre cerveau de façon spectaculaire. Homo erectus est devenu la première espèce humaine à faire ses valises pour quitter l'Afrique et s'étendre en Asie et en Europe. Différentes espèces humaines cohabitaient alors sur Terre, partageant les ressources, se battant et survivant tant bien que mal. Mais au cœur de l'Afrique, un modèle ultime se préparait. Une espèce dont l'intelligence et le manque total de scrupules n'allaient connaître aucune limite. Il y a tout juste 300 000 ans, sous le soleil de plomb de l'Afrique, l'homme anatomiquement moderne, Homo sapiens, a vu le jour. Équipé d'un cerveau de compétition, d'un langage complexe, pratique pour les commérages et les stratégies, et d'un besoin irrépressible de coopérer, cette nouvelle espèce a vite débordé sur tout le globe. Grâce à une adaptabilité folle, de meilleurs outils et une certaine cruauté, nous avons doucement mais sûrement poussé nos vieux cousins comme l'homme de Néandertal vers la sortie, direct dans les oubliettes de l'extinction. Les ères glaciaires ont reculé, et Homo sapiens s'est imposé comme le maître absolu et inarrêtable de chaque continent. En un simple battement de cils à l'échelle géologique, nous avons fait l'impossible.
Nous avons arrêté de marcher sans but, domestiqué des plantes, bâti les premières villes monumentales comme Uruk en Mésopotamie et fondé des empires. Nous avons arraché les ressources de la roche, inventé l'écriture, la philosophie, la technologie et Internet. Une espèce qui, il y a un claquement de doigts cosmique, se faisait chasser par des crocodiles géants en se cachant dans des grottes, s'amuse aujourd'hui à diviser l'atome, va dans l'espace et s'interroge sur ses propres origines. On aime bien se prendre pour le nombril du monde, comme l'œuvre d'art ultime après 4,5 milliards d'années de lutte acharnée. Mais la Terre est vieille, patiente, et porte les cicatrices de milliers de civilisations disparues et d'espèces éteintes. Nos empires, nos guerres et notre fierté ne sont qu'un instant fugace sur l'horloge planétaire. La gigantesque roue des continents tourne en silence, et l'histoire de ce petit point bleu dans le cosmos est encore bien, bien loin d'être terminée.